Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici à Pacy-Plaine-Joux face au massif du Mont Blanc. Nous sommes même précisément sur l'aire de décollage des parapentes. Dans le milieu de la montagne, quelquefois, tout démarre par un grand-père ou un arrière-grand-père. Quand l'artisanat conduit à une marque internationale, une marque reconnue de la montagne, c'est le thème de notre émission aujourd'hui dans Point de vue, avec deux entreprises basées ici au pied du Mont Blanc. Vola tout d'abord, et puis Camp, société italienne, mais la filiale française est basée ici au pied du massif du Mont Blanc. Deux success stories que nous découvrons aujourd'hui dans Point de vue, ici, face au Mont Blanc. Quand une aventure dans le milieu de la montagne démarre par un aïeul. C'est l'histoire de Vola que nous allons vous raconter aujourd'hui. Vola, vous connaissez peut-être, c'est avant tout un fabricant de farts, mais c'est peut-être un peu réducteur. Vola s'intéresse à la performance, à la glisse, notamment dans le milieu du ski. Nous sommes avec son PDG, Jean-François Ferreira. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, si l'on présente Vola comme simplement un fabricant de farts, c'est un petit peu réducteur. Comment vous présentez-vous Vola ? Écoutez, moi, je dirais, on n'oublie surtout pas d'abord le passé de là où on vient. On est une entreprise qui existe depuis 1935. Ça date, comme vous l'avez dit, donc de mes aïeux, c'est mon arrière-grand-père précisément. Nous sommes basés à Pacy, on est vraiment une société basée sur la compétition de ski et avec des ouvertures vers certains autres sports. Et l'esprit d'équipe et l'esprit d'innovation est vraiment au cœur de notre développement et de notre recherche. Alors Vola est donc basé à Pacy, au pied du Mont Blanc, ce Mont Blanc que l'on voit derrière nous, qui est magnifique avec ce superbe soleil aujourd'hui, mais ce n'a pas toujours été le cas. En 1935, Vola n'a pas forcément été créé à Pacy, au pied du massif du Mont Blanc. Tout à fait, il y a toute une histoire là derrière. Mes arrière-grands-parents étaient basés à Colmar, ils avaient un magasin de sport, ils fabriquaient déjà des produits. La Seconde Guerre mondiale les a obligés à fuir Colmar et l'arrière-grand-père connaissait la vallée pour avoir déjà certains clients sur la vallée de Chamonix. Et il a souhaité venir s'implanter ici parce qu'il trouvait la région vraiment magnifique. Donc pour Vola, il y a eu un premier tournant entre 1935 et 1940. En 1940, on est passé des Vosges aux Alpes du Nord. Exactement, et à la haute montagne. Alors à la base, Vola, c'est quoi ? C'est une entreprise qui maîtrise la chimie pour faire du fart ? Alors oui, mais là, il faut revenir à la base de la base, 1935 ou la Seconde Guerre mondiale, c'était quand même, on va dire, de la recette de cuisine faite dans un magasin de sport, avec tout le respect que je peux avoir pour le passé. Et à partir des années 60, on est vraiment rentré dans la très grosse chimie. Nous fabriquions, alors je n'étais pas là, mais nous fabriquions des liquides de refroidissement, des lave-glaces, des glycols, et donc du fart à l'échelle européenne déjà à l'époque. Et nous étions montés jusqu'à la fin des années 80 à environ 100 salariés dans l'entreprise. Donc il y avait une grosse connaissance sur tout ce qui est développement produits et association et combinaison de produits chimiques. Mais comment est-ce qu'en 1935, votre grand-père s'est lancé dans cette histoire de l'industrie pour le ski, en tout cas de s'intéresser au ski et à la chimie pour le ski, à se dire il faut créer du fart pour les skis, pour les semelles des skis ? En fait, le fart à l'époque servait vraiment pour se déplacer de vallée en vallée. On mettait du fart qu'on pourrait appeler aujourd'hui les poussettes qui permettaient de coller pour remonter les pentes et on se laissait glisser dans les descentes pour traverser d'une vallée à l'autre. Et donc il y avait un réel besoin, il y avait même dans les Vosges des hivers très très froids et très très enneigés par rapport à ce qu'on connaît maintenant malheureusement. Et donc ils avaient ce potentiel et ce besoin de pouvoir se déplacer, d'où l'idée de se développer sur des produits comme ça. Et après, c'est à travers son expérience, ses connaissances et ses développements qu'il a trouvé des produits qui répondaient à la demande. À l'époque, pas de téléski, pas de télésiège, et c'est ce qui fait qu'on a lancé cette idée de fart et de faut que ça colle à la montée et il faut que ça puisse glisser à la descente. Tout à fait, c'était vraiment un mode de déplacement pendant les hivers rugueux. Ensuite, il y a eu plusieurs tournants, puisque aujourd'hui, Vola, c'est quoi ? C'est une entreprise de combien de salariés ? Une dizaine, une trentaine ? Nous sommes 30 personnes aujourd'hui en France et après nous exportons dans environ 30 pays où on peut faire du ski. Donc on peut considérer qu'après, ce ne sont pas des filiales, ce sont des distributeurs, mais il y a une cinquantaine à 80 personnes qui travaillent pour la marque Vola dans le monde. Mais vous disiez, à une époque, on était monté jusqu'à même 100 personnes. Il y a eu quoi ? Une restructuration, des changements d'orientation dans l'entreprise ? Qu'est-ce qui s'est passé finalement entre 1940 et 2018 ? Alors là, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ce serait dur de tout raconter. Comme je disais, jusqu'à une centaine de personnes, c'était donc à une époque où on était devenu, l'entreprise ne s'appelait même pas Vola, mais Produits Chimiques du Mont Blanc. Produits Chimiques du Mont Blanc. Voilà, tout à fait.
Et nous fabriquions des lave-glaces et des liquides de refroidissement. Nous étions après dans un groupe qui était le numéro 2 européen. Et donc il y avait une production là très très intense et beaucoup de monde sur l'ensemble de la structure. Et une entreprise qui est toujours restée une entreprise familiale, donc maintenant sur 3 générations, comme une évidence ou avec certaines difficultés parce que ce n'était pas toujours très simple? Là, je ne pourrais pas parler justement des précédentes générations. Comme une évidence, c'est vrai que je peux parler. Moi, ça fait 12 ans que j'ai repris la société et ça s'est fait très naturellement grâce à mes parents qui m'ont laissé la chance, et ensuite ma sœur est également rentrée dans l'entreprise, qui nous ont laissé l'opportunité de prendre la suite. C'est jamais simple de prendre la suite. Il y a beaucoup de background qui nous oblige à penser et à réfléchir à ce qui s'est fait avant. Mais après, c'est une passion. J'ai 2 enfants aujourd'hui. Je sais que ils connaissent déjà l'entreprise et ils sont passionnés de ski et jamais je les pousserai si ça vient d'eux. Ils décideront de rentrer dans l'entreprise, mais en tout cas, ça coule un peu dans notre sang. Alors les produits phares de Vola, c'est donc du fart, des farts. D'abord vous en produisez peut-être combien de kilos, combien de tonnes par an et puis qu'est-ce qui fait votre renommée et votre différence par rapport peut-être à une certaine concurrence? Je dirais tout d'abord, dans le ski, vraiment notre activité, c'est la fabrication de farts qu'on exporte donc à travers le monde entier. Nous sommes la marque française et on est en concurrence avec certaines marques étrangères et sur lesquelles nous arrivons à les challenger. On peut se considérer aujourd'hui dans le top 3 mondial de notre petit marché qui est le fart, restons humbles. Ouais, c'est combien de kilos, combien de tonnes? On peut atteindre entre 80 et 100 tonnes par an. Voilà, ça reste une petite dimension quand même dans le milieu du ski. Tout à fait, mais à côté de ça, on fabrique des pains qui font 30 grammes. Donc ça fait déjà un certain nombre de références et un certain nombre de produits vendus. Ça fait un volume. Ça c'est pour le fart. Après d'autres produits sont venus s'associer à cela. Et l'autre activité également où nous fabriquons, nous développons et nous vendons dans le monde entier, c'est la fabrication de logiciels de chronométrage. À l'origine dans le ski et on s'est développé dans l'équitation, dans l'automobile et dans de nombreux petits sports où il y a besoin de chronométrage. Cette idée de chronométrage est venue à quel moment? Une espèce de diversification pour l'entreprise? Oui et non, c'est également lié aux effets générationnels. C'était en fait l'activité chronométrage était du côté de mon père, alors que l'activité fart était du côté de ma mère. Et tout simplement, à un moment, les deux ont été réunis dans une seule entité. Enfin, ils se sont parlé à un moment. Voilà, à un moment, ils se sont dit on sera plus fort de tout regrouper ensemble. C'est quoi? Finalement, le chronométrage et le fart, ça semble très différent, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire que pour mesurer la performance de vos farts, il fallait à un moment mettre un chronomètre quelque part. C'est comme ça que c'est né? Exactement. En fait, l'origine, ça a été que mon père a développé des chronométrages et des logiciels de chronométrage pour faire des tests sur les farts et de toutes ses capacités et connaissances qu'il a appris, il a commencé à développer ses propres produits. Aujourd'hui, voilà vraiment ces 2 entités. Donc le chronométrage maintenant dans le milieu du ski, notamment en France, c'est en grande partie du Vola en fait, c'est ça? Ce serait un petit peu prétentieux de dire que cela, mais nous sommes présents par exemple à travers les logiciels de ski dans beaucoup d'écoles de ski club, mais en équitation ou en automobile, dans des centres équestres, dans des circuits de karting, dans des circuits automobiles au sens national sans problème, mais alors au sens international, que ce soit aux États-Unis, au Canada, que ce soit en Russie, en Chine, nous vendons des solutions de chronométrage à l'international. Et alors le chronométrage, on ne parle pas évidemment de seconde, on n'est même pas au dixième de seconde, on est quoi, au centième de seconde, on peut aller plus loin, on en est où? La règle est au centième de seconde. Vous pourriez aller plus loin? Oui, certains chronomètres même affichent le millième de seconde. Aujourd'hui, même si c'est affiché, il est dur de pouvoir justifier d'une réelle exactitude au millième de seconde. Aujourd'hui, donc du coup, 30 personnes pour faire et le chronométrage et l'activité fart et diversification de l'entreprise. Tout à fait. Alors, la philosophie, l'âme de cette entreprise et le sens de cette entreprise, comment vous la menez? Ça veut dire que pour rentrer, c'est par cooptation, c'est que des passionnés de ski et de glisse. Comment ça fonctionne justement Vola au quotidien? Le mot cooptation est tout à fait juste, c'est-à-dire que toutes nos recherches sont quand même sur des postes très très spécifiques, très très orientés. Et donc l'embauche d'une nouvelle personne, il n'y a pas une baguette magique. Il y a des fois nous cherchons un commercial, et ben ça va être quelqu'un qui est du milieu du ski, qui connaît les ski clubs ou les écoles de ski ou le milieu lui-même. Dans le chronométrage, nous allons chercher par exemple des gens qui sont dans le développement informatique, donc ça n'a rien à voir. Dans la fabrication de fart, je vais être plutôt réducteur, mais dire nous sommes dans une recette de cuisine, nous fabriquons, nous assemblons des produits et donc il y a des origines aussi qui s'approchent de la composition d'une recette. Et puis voilà, vous avez su lancer à un moment un espèce de pari. Vous avez suivi un skieur français et jackpot en 2006. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors là, vous ciblez Antoine Deneria, c'est un ami, c'est devenu un ami au fur et à mesure des années, que nous avons suivi à partir de 2000-2001 pour s'occuper de ses skis en accord avec sa marque de ski. Vola mettait à disposition
un technicien pour entretenir ses skis et faire en sorte que ses skis glissent le plus possible. Et l'année historique d'un point de vue marketing fut en 2006 quand Antoine a été champion du monde, champion olympique, excusez-moi. Et là, c'était un aboutissement et vraiment une preuve de la qualité de nos produits également. Un investissement qui s'est fait sur combien d'années? Pendant combien de temps un technicien a suivi Antoine Deneria durant toutes ces saisons de ski? Pendant 8 ans au total. 8 ans, donc jusqu'à la fin de sa c'est carrière. un vrai coup pour l'entreprise. Bien sûr, c'est un investissement, mais dont on s'est servi en R&D. L'investissement que vous retrouvez donc 8 ans après et que vous continuez à cultiver aujourd'hui? Bien sûr, alors aujourd'hui nous sommes partenaires d'environ 10 fédérations nationales comme l'équipe d'Autriche, l'équipe de France, l'équipe de Suisse, qui sont des grands noms, ou la Norvège également, que ce soit en ski alpin ou en ski de fond. Nous travaillons de manière très étroite avec les fédérations pour toujours être à la pointe et avoir les produits les plus rapides. Voilà, et maintenant l'innovation, la diversification. On a parlé de fart, on a parlé de chronométrage. Il y a aussi devant nous des casques, un masque de ski. Vous allez dans quel secteur maintenant? Parce que vous continuez à vous développer et à innover. Voilà, on continue énormément à se développer. On fait en sorte d'innover également. La branche casque et masque est vraiment pour moi et pour l'entreprise un vecteur de développement. Parce que nous avons lancé avec Antoine Deneria en 2009, puis en notre nom propre des casques Vola. Nous sommes vraiment axés sur la compétition avec des casques vraiment qui protègent énormément. Et nous avons ces produits qui sont aujourd'hui notre plus petite marque, mais notre marque au plus fort développement potentiel. C'est presque curieux que vous disiez ça, puisqu'on pourrait penser que les casques et les accessoires dans le milieu du ski, c'est un marché saturé. Pas du tout selon vous. Toutes les marques proposent, que ce soit les marques de ski, les marques d'accessoires, les marques de textiles, peuvent proposer ou proposent des casques. Par contre, nous arrivons de nouveau avec des produits innovants, des produits pour la compétition. On est encore très peu présent en magasin de sport. Par contre, si vous regardez les coureurs de l'équipe de France ou de l'équipe d'Autriche, nous sommes présents et nous sommes déjà à ce niveau-là, restons humbles, mais dans les 4 vraies marques présentes sur le marché de la compétition. Ouais, 4 vraies marques. Alors quelle est par exemple la spécificité de ce casque? Il est quoi, plus résistant qu'un autre? Il a quoi en plus? Exactement, il y a une réglementation FIS qui fait que le casque a une absorption des chocs encore supérieure à ce qu'un casque homologué CE propose. Et donc nous avons pour un compétiteur une protection supplémentaire ou supérieure pour l'amorti des chocs. Que reste-t-il ou maintenant que manque-t-il à Vola pour son développement futur? Vous souhaitez quoi? Vous allez vers quelle autre piste? Rêvons, hein. Allons-y, rêvons aussi. Non, alors il y a des idées que je ne me permettrai pas de dire. Il y a des choses encore secrètes. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut quand même dévoiler? Un secteur, une piste, il y a quand même des choses qui vous font envie? Aujourd'hui, après, c'est plus sur le marché français où nous cherchons à avoir une diversification sur les activités été, pour ne pas être tout le temps en attente d'un hiver avec neige et en espérant justement que les hivers restent acceptables, mais pour avoir un volant d'activité sur l'été également qui soit acceptable pour que l'entreprise soit pérenne à échéance des années et des années. Et puis est-ce que Vola pourrait devenir aussi une marque un peu plus grand public finalement? Petit à petit, oui, tout à fait. Sur les casques, on en est encore très loin. Sur le fart, aujourd'hui, on en parle régulièrement. Nous avons notre image de très haut de gamme de produits de compétition avec une gamme très large. Mais nous sommes également comme une marque généraliste à proposer des produits universels pour le skieur comme vous et moi qui allons skier avec nos enfants le samedi et le dimanche en station de ski pendant l'hiver. Jean-François Ferreira, merci à vous. Vous êtes le PDG de Vola, situé juste au pied de ce massif du Mont Blanc, là, juste en bas à Passy. Merci à vous, bonne continuation et que cette histoire de Vola finalement continue dans le milieu de la montagne. Merci à vous. Merci à vous également. Nous sommes toujours avec cette vue imprenable sur le massif du Mont Blanc à Passy-Plaine-Joux au niveau de l'aire de décollage des parapentes. Alors autre histoire de montagne, là encore une histoire de famille avec la montagne quand un artisan crée un groupe industriel finalement international. Cette fois-ci l'exemple d'une marque italienne, la marque Camp, qui est née en Italie mais qui a aussi une base ici au pied du Mont Blanc en France. Nous sommes avec le directeur France de Camp, Adrien Nonglaton. Bonjour. Bonjour Sébastien. Alors effectivement, vous êtes implanté au pied de ce massif du Mont Blanc pour la partie française de la marque Camp. C'est aussi un petit peu votre jardin, le massif du Mont Blanc. Oui, tout à fait. La société Camp France existe depuis 30 ans maintenant. C'est la première filiale étrangère de la société Camp.
Donc on est installé depuis 30 ans sur le massif de Mont-Blanc. Et c'était une volonté très claire et très affirmée des dirigeants italiens d'être au cœur de l'activité alpinisme, au cœur de l'activité d'escalade. Et c'est le site de Sallanches qui a été sélectionné. On parle là d'histoire avec la montagne et ces familles qui ont créé finalement des aventures industrielles avec la montagne. Comment est-ce que sur la partie française, vous vous appropriez cette histoire italienne ? Pour se l'approprier, déjà, il faut connaître un peu l'histoire de la famille Codega. Effectivement, il y a 130 ans, Nicolas Codega a créé cette société suite à une demande de l'armée italienne pour équiper les troupes alpines de crampons. Voilà, comment a commencé véritablement l'histoire. Ça a commencé donc dans une forge en fait. Oui, tout à fait. Ils étaient forgerons. En fait, il s'avère que dans la région de Prémana, où est le village historique de Camp, il y avait des minerais de fer. Donc la forge, naturellement, c'est un métier de base et traditionnel de la région, quoi. Et cette région de Prémana, elle est au pied d'une montagne particulière ou elle est finalement en plaine pour ceux qui ne connaissent pas l'Italie? Alors on est situé vraiment dans un milieu de montagne, hein, parce que si vous avez l'occasion d'y aller, je vous invite d'y aller, se situe vraiment en fond de vallée. On est dans la province de Lecco, juste en dessus du lac de Caume, à 1 heure du Milan, hein, pour bien situer. Et quand vous arrivez à Prémana, en fait, vous vous retrouvez un cul-de-sac parce qu'après c'est les alpages. Donc on est vraiment ancré dans la montagne et c'est vraiment notre univers, quoi. Vous avez créé des crampons à la base, puis quoi, des piolets, des mousquetons? Ensuite, effectivement, on a suivi toute l'évolution de l'alpinisme moderne. Donc il y a beaucoup d'activités qui se sont développées pendant ces 130 ans et Camp s'est mis au goût du jour pour être effectivement toujours au plus près, au plus précis des demandes des athlètes et des nouveaux pratiquants, quoi. Camp, c'est combien de sites peut-être dans le monde ou au moins en Italie et puis combien de salariés? Alors Camp, pour vous situer d'un point de vue général, c'est à peu près une centaine de personnes. On est présent dans plus de 80 pays dans le monde, non pas intermédiaire de filiales comme la France, mais il y en a une aussi aux États-Unis, il y en a une en Russie, et après on a différents revendeurs ou magasins qui sont présents dans le monde entier. Alors cette histoire de forge un peu historique, c'est aujourd'hui du folklore ou ça existe encore et vous avez vous-même visité le site? Alors moi j'y vais régulièrement, effectivement, de par ma fonction, mais effectivement la forge ancienne, bon, elle n'existe plus, mais on l'a modernisée. On a maintenant effectivement une partie vraiment encore de pliage de crampons, de forge, parce qu'effectivement encore on fabrique des pitons, des piolets, des têtes de piolets, des crampons. Donc c'est pas du folklore, on a vraiment encore cette histoire-là ancrée en nous. Et c'est ce qui est paradoxal et ce qui fait un peu le charme un peu de la société, c'est qu'on est à la fois sur la tradition, mais aussi sur la modernité. C'est-à-dire que quand vous passez au premier étage, vous avez le bureau d'études qui est vraiment d'une technologie vraiment très avancée. On a des imprimantes en 3D, on a des tours de chute, des tours d'essai. Donc voilà, ce contraste entre tradition et modernisme et modernité fait vraiment le charme de Camp, quoi. Ça veut dire que Camp cultive aussi son expertise sur les métaux, la résistance, des choses comme ça en fait. Tout à fait, ouais, on est toujours à la recherche effectivement de nouvelles matières aussi. C'est pour ça qu'on a collaboré avec une nouvelle matière un peu révolutionnaire dans le monde effectivement des métaux. Ça s'appelle le nanoflex, qu'on a pu rajouter sur certains types de crampons ou certains types de piolets pour avoir une résistance maximum, mais avec un poids minimum. Les produits phares de Camp, c'est quoi? Des crampons, des piolets? Alors historiquement, effectivement, ça c'est les deux familles de produits que l'on fait et qu'on continue à poursuivre. Mais dans l'évolution de l'alpinisme, il y a des pratiques nouvelles qui se sont exercées. Et donc on a effectivement des crampons typés traditionnels en acier et maintenant on a des crampons beaucoup plus légers pour le ski de randonnée avec des crampons en aluminium. Donc effectivement on a cette partie-là, mais on a effectivement du casque, on a du sac à dos, du harnais. Ça fait combien de kilos? Ou combien de grammes plutôt? C'est pas en kilos, heureusement. Non, là on est sur une nouvelle génération de crampons aluminium, on est à 310 grammes la paire. Ça c'est pour du ski de rando, puisque du coup on joue avec les fameux inserts. Tout à fait, alors ça c'est vraiment une vraie originalité de notre marque. On est les premiers à créer ce type de crampons où on n'a plus l'avancée traditionnelle, la barrette traditionnelle à l'avant, ouais. Et on n'a plus non plus la traditionnelle talonnière à l'arrière. On a inventé quelque chose vraiment de nouveau pour pouvoir effectivement se mettre directement dans l'insert de la chaussure. Il y a un petit peu un certain ressort quelque part. Il y a un ressort effectivement, donc il y a un côté pratique, il y a un côté légèreté aussi parce qu'on arrive sur des poids vraiment mini et surtout c'est super efficace, quoi. Alors Camp, c'est aussi des sacs à dos, c'est aussi des harnais, c'est aussi tout ça?
Ah bah oui, on a la panoplie, je dirais, complète, et surtout on touche une multitude d'activités. On a à la fois sur du matériel pour les grimpeurs, pour les alpinistes, pour les trailers, on a du sac à dos, on a aussi pour tout ce qui est voyage, on a des tentes, une gamme de tentes hyper légère. Tout ça c'est pour le loisir. Vous Oui. avez des tas de choses, tout ça c'est pour le loisir, Tout à fait. mais il y a aussi pour les professionnels, tous ceux qui font des travaux en hauteur, sur des parois. Il y a aussi toute une gamme spécifique de matériel pour ces personnes qui travaillent dans des parois sur des Ouais, cordes, des vous avez- cordistes comme on les appelle. Oui, vous avez raison. En fait, on a développé, Camp a développé une activité un peu annexe. C'est un autre domaine d'activité, hein, clairement, qui est parallèle un peu à l'activité de loisir. C'est dans le monde professionnel. Donc ça va aussi bien de l'élagueur, effectivement, ou des gens qui travaillent sur corde pour nettoyer les carreaux. On voit ça souvent dans les grandes villes. Mais ça peut être aussi des gens qui travaillent simplement en hauteur. Le charpentier, il a besoin d'être en sécurité quand il travaille et il a besoin d'être protégé en cas de chute. Alors je repose ma question du départ. Finalement, Camp, société italienne, et vous dirigez la filiale française. Comment est-ce qu'on s'approprie et on cultive cette histoire d'entreprise, une espèce de philosophie d'entreprise ou l'âme même de la société? Comment vous vous l'appropriez et vous la cultivez, vous, en France? Alors nous, pour la cultiver, c'est simple. On fait des séjours réguliers en Italie. Voilà, c'est-à-dire que quand on retourne en Italie, Vous quand on êtes retourne... presque un Italien. Ah, en plus, je suis d'origine italienne, mais ça, c'est encore autre chose, c'est une parenthèse. Mais c'est vrai que quand on retourne en Italie, on se retrouve dans le même village de la création. Et le fait que ce soit toujours la même famille, c'est la 4e génération d'une même famille qui est à la tête de la société, fait qu'on ne peut pas s'en échapper, quoi. On y est en permanence et à chaque moment qu'on est dans la société, on se rend compte effectivement de toute une histoire, quoi. Et donc quand on revient en France, on est un peu galvanisé et on est un peu sous cet effet-là, quoi. Qu'est-ce que ça apporte quand on est dans une entreprise, justement, d'être dans une espèce de filiation, justement, sur 4 générations? Alors déjà, le fait que ce soit une société complètement indépendante, et nos capitaux sont vraiment des capitaux familiaux, on ne dépend pas effectivement de multinationales, et ça c'est plutôt très très bien. Et donc ce que ça apporte beaucoup de liberté. On a une transparence complète avec la maison mère, et une liberté effectivement de faire pas ce qu'on veut, mais d'être libre dans notre propre pays. Donc il y a une vraie complémentarité. On est dépendant de la société mère, mais on fait ce qu'on veut sur la France. Une liberté, c'est aussi une confiance, j'imagine. Ah bah la confiance, oui, elle est d'office. S'il n'y a pas la confiance, il ne peut pas avoir ce partenariat, quoi. Confiance, c'est aussi dans le choix des ambassadeurs, ceux qui représentent votre marque Camp en France. Oui, alors que ce soit en France ou à l'étranger, de toute façon, il faut qu'il y ait une confiance entre l'athlète et la marque. Ça, c'est une évidence. Mais après, en tout cas, la philosophie de Camp par rapport à ce choix d'ambassadeur, c'est pas forcément la performance. Nous, ce qu'on veut, c'est effectivement des histoires d'hommes, des histoires d'hommes et de femmes d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup d'athlètes femmes. C'est effectivement une histoire, c'est de la confiance, ce sont effectivement des projets sur lesquels on croit et qu'on pousse. Alors quelques noms d'ambassadeurs, peut-être qu'il y a quand même quelques noms connus, non? Oui, celle qui est partie aux États-Unis qui s'appelle Julia Vera, qui est de la vallée. Il y a Didier Angelot, qui est un grimpeur qui est très très connu aussi dans la vallée. Alors si on parle maintenant d'innovation pour Camp, l'innovation, ça se traduit par quoi? Quelles sont les pistes de travail? Déjà, l'innovation, c'est un leitmotiv chez nous. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'existe que par l'innovation. On existe par notre passé, mais si on essaye de voir l'avenir, c'est l'innovation. Donc effectivement, on a une marque de fabrique chez Camp, c'est effectivement la légèreté. Donc trouver le bon compromis entre les produits qu'on peut mettre sur le marché en étant léger, tout en négligeant pas effectivement la sécurité, parce que ça reste quand même notre métier de base, c'est la sécurité. Donc aujourd'hui, les produits les plus légers, un piolet, un crampon, alors sur des utilisations spécifiques, il faut faire attention, hein, on ne fait pas tout n'importe ouais. quoi, mais le plus léger que l'on trouve en piolet par exemple? Le plus léger en piolet, La colle. Parce que si je me trompe au gramme près, on va me taper dessus. Non, alors le plus léger en crampon, c'est celui-ci, hein, il fait 300 grammes. Le plus léger des mousquetons, il fait exactement 21 grammes. Le plus léger des harnais chez nous, il fait 92 grammes. Donc c'est vraiment notre cœur de fil rouge en disant, voilà, on crée des produits légers. Et il y a un terme que les Américains ont trouvé et que je trouve vraiment très approprié à notre gamme, go fast, go light. Voilà, on part léger, on part vite. Léger et vite. 21 grammes pour un mousqueton, c'était une première mondiale à l'époque quand c'est sorti? Ça faisait partie vraiment des tout premiers de la génération, en ayant effectivement respecté les normes
de sécurité. Effectivement, tous les produits que je vous citais, que ce soit les connecteurs, les crampons, les mousquetons, il y a vraiment des normes très draconiennes. On doit respecter un cahier des charges, on doit respecter des résistances. L'avenir pour Camp, ça se dessine dans l'alpinisme, dans l'outdoor en général. Quels sont les secteurs que vous creusez actuellement? Alors on creuse effectivement dans l'outdoor, on creuse aussi dans la deuxième partie, dans le domaine d'activité qui est parallèle, qui est aussi sur la partie travaux sur corde. Et là, effectivement, on a beaucoup de développement produit, que ce soit sur le système d'anti-chute, que ce soit toujours pour privilégier la sécurité auprès des professionnels. Dans le monde de l'outdoor, effectivement, on a diversifié notre gamme. On n'est plus resté vraiment sur du très technique. On a développé des vêtements, on a développé des tentes, on a développé tout ce qui tourne autour du couchage et du voyage. La suite, maintenant, vous êtes ouvert à de nouvelles collaborations, soit sponsoriser un athlète pour un film, soit s'associer avec une start-up, soit un individuel qui a lancé un nouveau brevet. Vous seriez ouvert à des choses comme ça quand vous avez ce loisir, vous en France, de mener ces projets-là pour Camp International? Alors on reçoit régulièrement des demandes de partenariat ou des idées tout simplement. Donc effectivement, nous on sert un peu de filtre pour donner après à la maison mère. Mais effectivement, on est régulièrement sollicité pour dire, voilà, j'ai une idée, j'ai inventé quelque chose. Alors, après, il faut faire le tri dans tout ce qu'on reçoit, mais effectivement, c'est le premier filtre. Après, si on voit que c'est pertinent, on va un peu plus loin dans la discussion. Et si vraiment c'est pertinent, on va effectivement faire rencontrer les gens du bureau d'études en Italie avec ces personnes-là. Et l'histoire continue. Merci à vous, Adrien Nongleton, directeur France de la société Camp. Merci à vous. Merci. Point de vue au balcon du Mont Blanc entre artisanat, histoire de famille et montagne. C'est terminé pour aujourd'hui. Pour revoir cette émission, c'est sur les replays, sur notre site internet montblanclive.com. On se dit évidemment à la semaine prochaine.